Bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreux aujourd'hui. Messieurs, mesdames les élus, messieurs et mesdames les représentants des cultes, des associations, des services publics. Chers amis, bonsoir et merci beaucoup de votre présence. Je suis vraiment très touché de vous accueillir et de pouvoir vous présenter cette inauguration de cette exposition consacrée donc au village arménien d'Alfortville dans les années 1920-1930. Alors avant de parler de cette exposition, je voudrais dire un mot des associations sans lesquelles elle n'aurait pas pu se faire. La France est le pays des associations. Vive la loi de 1901. Il y a plus de 1,5 million d'associations en France. Il y a plus de 20 millions de bénévoles dans les associations en France. Accessoirement, c'est 3 à 4% du PIB national. C'est autour de 150 milliards d'euros de budget cumulé. Sport, art, culture, loisirs, humanitaires, social, droit, écologie, politique. À une époque où la démocratie représentative montre quelques limites et quelques fragilités, la démocratie associative et l'économie sociale et solidaire génèrent des richesses matérielles et immatérielles, des liens sociaux, des liens politiques dont il faut mesurer l'importance. L'association, c'est le peuple qui se fédère, qui agit par lui-même et pour lui-même, sans attendre d'en haut, sans but lucratif, sans bénéfice personnel, si ce n'est modestement symbolique. Les associations donnent du goût à la vie, du plaisir, du confort même et du sens. Et elles font du bien à chacun et à la société. Je dis ça devant monsieur le maire d'Alfortville, qui perpétue avec constance une longue tradition municipale de soutien déterminé aux associations. J'en viens à présenter cette exposition, mais alors j'ai pris la responsabilité de cette exposition. J'ai bénéficié de beaucoup de liberté pour ça, et donc si jamais il y avait des critiques ou des désaccords à exprimer, ce serait à moi qu'il faudrait les exprimer. La NCA n'y est pour rien, et vraiment encore moins. Bon, ceci dit, donc j'ai pris la responsabilité de cette exposition, mais nous la devons tout de même à une association qui est chère au cœur de beaucoup d'Alfortvillais, qui fêtera le cinquantenaire de son inauguration le 9 octobre prochain. C'est donc la Maison de la Culture arménienne d'Alfortville. Je suis un enfant de la NCA, comme on me le demande ici, et c'est un enfant de la NCA qui a fait cette exposition, auquel la NCA a permis de construire son identité arménienne en toute liberté. Vous avez le droit d'inventer qui vous êtes en tant qu'Arménien, me disait Asmik Kevonan, sa directrice historique. La NCA fait beaucoup et participe à la vie de beaucoup de gens dans beaucoup de domaines. Elle est parmi d'autres un acteur important de la vie de la commune, et même bien au-delà. Elle crée des liens indispensables à la vie de la communauté arménienne, des liens qui libèrent, pour reprendre le nom d'une belle maison d'édition, dont la librairie établie voisine ici diffuse des publications. Elle peut faire encore plus, elle peut faire encore mieux, grâce à ses membres, à ses adhérents, ses bénévoles, ses donateurs, grâce aux Alfortvillais. Et je voudrais profiter de cette occasion qui m'est donnée de m'exprimer devant vous pour lancer cet appel. Il faut adhérer à la NCA, il faut lui adresser des dons, participer à ses activités, la fréquenter, c'est nous aider tous et c'est s'aider soi-même. Cette exposition, elle doit aussi beaucoup à une autre association, marseillaise, celle-ci, avec laquelle la NCA a noué un partenariat depuis 2023, et c'est aussi une association d'envergure qui, depuis plus de 30 ans, recueille, conserve, archive et valorise les traces du passé des Arméniens de France. Des tonnes de documents, par dizaines de milliers. Et aujourd'hui, un passage obligé pour de nombreux chercheurs, documentaristes, artistes, particuliers ou associations. Donc cette association, ARA, l'association pour la recherche et l'archivage de la mémoire arménienne, a noué un partenariat depuis 2023 avec la NCA pour mieux développer ses activités en Île-de-France. Et en lui offrant, la NCA lui a offert en particulier donc, un local et un soutien matériel et humain considérable. Donc ce partenariat a permis de collecter beaucoup d'archives, déjà nombreuses, dont certaines ont permis de nourrir cette exposition. Et je remercie aussi donc toutes les personnes qui se sont approchées de nous pour nous apporter leurs documents familiaux ou associatifs, parce qu'elles ont eu conscience de l'enjeu patrimonial et historique qu'ils constituent. Et je remercie également toutes les personnes qui nous ont fait confiance pour que soient exposés ici, dans les vitrines qui sont situées à ma gauche, leurs objets et documents familiaux. Donc je remercie la NCA pour leur travail et j'encourage tout le monde à les soutenir. Je remercie également les personnels des services publics qui font un travail remarquable et indispensable aux archives municipales, aux archives départementales, aux archives nationales, à la Bibliothèque nationale de France,
au service technique d'Alfortville, à la direction des affaires culturelles. Je remercie toutes les personnes qui ont apporté leur concours à la réalisation de cette exposition, avec lesquelles j'ai travaillé, donc Toric, Agnès, Lolo, Delphine, Archa-Louise, David Keram, Annie, Jean-Pierre, Stéphanie, Nolan, Alec, Rafi, Christian, Laponti, Roch et Dame de la Croix-Bleue. Merci à vous. Jean-Pierre, à l'exposition. Cette exposition, elle se veut historique, mais elle est aussi un hommage à nos anciens. Le choix que nous avons fait d'incarner dans les premiers panneaux la naissance du village arménien d'Alfortville par des portraits de ceux qui l'ont fait permet de donner une dimension sensible au parcours et de s'identifier aux acteurs eux-mêmes pour mieux aborder par la suite des explications plus abstraites. Ce choix permet aussi de restituer la puissance agissante de ces individus qui avaient tant enduré, avec tant de courage. Restituer leur puissance agissante donc, et dépasser ainsi les récits attendus sur l'intégration en tant que processus qui se ferait naturellement, qui s'imposerait par lui-même, auquel on se conformerait finalement. Donc ils sont des acteurs, ils agissent, ils ont des aspirations, ils ont des stratégies, et notamment en ce qui concerne l'intégration par le travail et par l'école, auquel nous avons consacré 2 panneaux, les archives que nous présentons donnent avoir une réalité plus complexe qu'on pouvait imaginer. Parce que la démarche que nous avons entreprise avait pour but d'approcher au plus près de cette première génération, arrivant en France à l'âge adulte, et de leurs enfants, la deuxième génération, et ayant grandi en France, de comprendre qui ils sont, ce qu'ils vivent, ce à quoi ils aspirent, ce qu'ils font. Les courts textes qui accompagnent sur chaque panneau les documents présentés permettent de les mettre en perspective, ces documents, de les contextualiser, de les expliquer. Mais ils n'offrent pas, ces petits textes d'accompagnement, ils n'offrent pas un prêt à penser. Et c'est à chacun finalement de se confronter aux documents et d'en méditer le sens. Et pour ça, il faut fournir un effort, un peu de temps aussi, et un effort aussi de distanciation par rapport à nos a priori, par rapport à nos propres représentations, à nos propres mémoires, parfois trompeuses. L'idée en particulier, tellement répandue dans les discours publics ces dernières années, et si souvent reprise orgueilleusement à leur compte par certains Français d'origine arménienne eux-mêmes, d'un modèle d'intégration réussi, c'est une idée qui mérite d'être soumise à l'épreuve de l'analyse. Parce que vous n'en verrez aucune trace dans les documents qui vous sont présentés ici. On n'en trouve aucune trace dans ces années de l'entre-deux-guerres, de cette image positive de l'immigration arménienne. Et probablement pas avant les années 1970, quand la 3e génération, parvenue à l'âge adulte, imprégnée de culture française, en pleine ascension sociale, est sortie du ghetto communautaire, tout en affichant publiquement, avec moins de retenue que leurs aînés, des revendications politiques et culturelles. C'est aussi à partir de cette époque que l'immigration coloniale et post-coloniale, majoritairement musulmane, commence à faire l'objet d'un rejet de plus en plus violent. Rejet qui n'a fait que se renforcer jusqu'aujourd'hui, et rejet qui contraste nettement avec l'image devenue positive depuis cette époque-là de la présence arménienne en France. Or, on sait à quel point les regards, les discours peuvent être performatifs. On sait ce qu'ils provoquent sur les individus et encore plus sur les groupes. Et cette idée d'un modèle d'intégration réussi dont les Arméniens seraient les parangons avec d'autres, portugais, espagnols, italiens, c'est un construit social et politique. Et pour ceux qui en bénéficient, elle leur permet de se distinguer des autres et d'accéder à une forme, pour reprendre le vocabulaire des études postcoloniales, de blanchanté honoraire. Nous ne sommes pas comme eux, nous sommes comme vous, bons Français, bons républicains. Et pour ceux qui décernent ce brevet de bonne conduite, ça confirme leur position dominante, évidemment, tout en éliminant l'accusation de racisme et de xénophobie. Quant à ceux qui n'en bénéficient pas, en revanche, que cette idée donc vise en creux, puisque leur intégration est un contre-modèle, puisqu'elle est ratée, c'est donc leur faute. Discrimination, relégation, stigmatisation sont de leur responsabilité, puisqu'ils sont des arriérés, des sauvageons, des séparatistes, des ennemis de l'intérieur, en somme. Alors cette exposition, évidemment, n'est pas un manifeste politique, mais c'est un travail d'histoire. J'ai voulu le faire de façon rigoureuse et honnête, mais je ne peux pas affirmer que n'importe qui aurait fait de la même façon. Nous devons faire des choix dans ce type de présentation, et les choix que j'ai faits, un autre n'aurait peut-être pas fait les mêmes. Et donc j'ai choisi de faire apparaître, par exemple, et d'y accorder une large place sur ces panneaux qui sont en violet, avec des articles présentés en intégralité, les regards portés par la presse locale et nationale, arménienne et française, sur cette communauté d'Alfortville.
Alors on pourrait en tenir beaucoup. Il y en a un que j'aime bien, que vous voyez ici encadré en orange. Il y a un très beau texte de quelqu'un qui signe sous pseudonyme qui s'appelle Kik en Grogne, pseudonyme d'une vieille habitante du sud d'Alfortville, à qui l'abbé Jagère commande un historique sur le quartier qui court sur plusieurs numéros du bulletin paroissial de l'île Saint-Pierre. Et lorsqu'elle en vient à évoquer les années 1920 et l'arrivée massive des Arméniens, elle concède avec franchise dire que nous en fûmes ravis, que non. Mais on les supporte. Et puis ensuite, elle explique que ces nouveaux venus ont fui l'anéantissement de leur pays et qu'ils sont des travailleurs dociles et peu chers. Et elle confirme en disant, avec ces deux façons de désigner donc la communauté arménienne d'Alfortville qu'elle côtoie, ce que l'historienne de la détermination évoquait déjà il y a plus d'une trentaine d'années, en disant que on oublie souvent d'ailleurs, que ces dizaines de milliers d'Arméniens qui débarquent à Marseille dans les années 1930 ne sont pas seulement des réfugiés contraints à l'exil, ils sont aussi une main-d'œuvre importée dans un pays qui a besoin de travailleurs suite à la saignée de la Première Guerre mondiale. Et à Alfortville, comme partout en France, ils ne sont pas les seuls, il faut le souligner. Dans les années 1920, on compte encore des travailleurs chinois à Alfortville, dont le gouvernement français avait négocié la venue pendant la Grande Guerre, qui finissent d'être renvoyés au mi-temps des années 1920. On trouve aussi des Portugais, des Belges, des Espagnols, des Yougoslaves, des Polonais, des Italiens, des Tchèques, des Grecs, assez nombreux, parmi lesquels la famille de M. Cardenas d'ailleurs. J'ai retrouvé la trace sur les listes de recensement, qui habitait au 174 rue Étienne Delay, et mon grand-père habitait le 176, c'était voisin. Ils avaient été eux aussi donc chassés par les kémalistes de leur terre historique en Asie mineure, acheminés eux aussi sur des bateaux français vers Marseille, répartis eux aussi selon les besoins de main-d'œuvre. Il y avait aussi à Alfortville de nombreux Arabes, des travailleurs isolés, des hommes seuls, dans les hôtels de la ville, dans les caves, dans les sous-sols, et beaucoup disparaissent après la crise des années 1930 et la montée du chômage, avec les lois Laval de 1932-1935 sur la préférence nationale dans l'emploi. La France réexporte une partie de la main-d'œuvre qu'elle avait importée par le Maghreb ou vers l'Europe de l'Est. En 1938, elle refuse d'accueillir les Juifs allemands déchus de leur nationalité par les nazis, et elle fait un accueil au même moment désastreux aux républicains espagnols après la victoire de Franco, envisageant même de les déporter vers une colonie du Pacifique, pourquoi pas une île polynésienne. D'ailleurs, certains ont la même idée pour les Arméniens. Et c'est le cas du docteur René Martial. Alors, nous n'avons pas cité ce monsieur, nous l'avons cité avec parcimonie dans l'exposition, avec une note expliquant qu'il a été pendant une dizaine d'années le directeur du bureau d'hygiène municipal d'Alfortville, avant de tenter une carrière universitaire et d'essayer assez désespérément de faire reconnaître la pertinence de ses études sur la greffe interraciale. Dans ses articles, pour des revues spécialisées, il prend souvent en exemple les Arméniens d'Alfortville, dont il a croisé les données anthropométriques avec des statistiques sur les groupes sanguins et avec ses propres observations sur les caractères et les mœurs de cette communauté. Et au début, donc en 1934, dans un premier article, à la question de savoir si cette greffe interraciale avec les Arméniens est souhaitable, il répond, malgré quelques réserves, que oui. Mais en 1942, sous l'occupation, ces théories eugénistes ont fini de se radicaliser et éliminent enfin la consécration d'un poste à l'université et la publication de plusieurs livres à succès, notamment Les Métis en 1942, dans lequel il préconise désormais d'éloigner les Arméniens aussi loin que possible pour ne pas pervertir la race française. Je cite, des populations hyper brachycéphales, donc c'est une façon de désigner la forme du crâne, comme les Arméniens ne sont guère désirables et nous n'en avons déjà que trop chez nous. Donc éliminer aussi tous les gens d'Asie mineure dont l'indice céphalique dépasse 82. Ces apatrides doivent être purement et simplement déportés en quelques colonies où, grâce à la concession gratuite d'un peu de terre, ils arriveront peut-être à se tirer d'affaire. Fin de citation. Force est de constater que ce genre de discours a été occulté par la mémoire arménienne comme par la mémoire française et nous met utilement en perspective certains discours actuels sur l'immigration. Le grand historien de l'immigration, Gérard Noiriel, l'a bien montré. On parle aujourd'hui des Arabes et des Noirs, des musulmans, de la même façon qu'on parlait des Arméniens et des autres étrangers dans l'entre-deux-guerres et qu'on parlait des Juifs depuis la fin du XIXe siècle. Les Arméniens d'Alfortville, d'ailleurs, apparaissent assez régulièrement dans la rubrique des faits divers,
surtout à la fin des années 1920, vols, meurtres, trafics, jeux clandestins, rixes. La presse populaire à grand tirage ne manque jamais de souligner le caractère des mises en cause. C'est toujours l'arménien un tel, l'arménien tel autre, et mentionne toujours son lieu de résidence à Alfortville, où il vit selon ses propres lois. Là aussi, j'ai choisi de rendre visibles ces faits, qui jettent comme un léger doute sur l'image d'une immigration qui n'a pas posé de problème, qui n'a pas fait de vagues, respectueuse du pays d'accueil et de ses règles. Et de même, dans les nombreux reportages dont la communauté arménienne d'Alfortville fait l'objet dans les années 1920-1930, hormis peut-être le premier qui est juste ici à ma droite, l'Arménie à Alfortville, qui est signé par la journaliste Huguette Godin dans Le Matin, qui est plutôt sympathique et curieux. Ce sont toujours d'ailleurs les mêmes poncifs exotiques, le même mépris de classe et de race, allant de la condescendance vaguement moqueuse à la haine la plus crasse et la plus assumée dans la diatribe de Lucien Rebatet dans le journal d'extrême droite Je suis partout. Dans la presse arménienne, la déférence à l'égard de la France n'a d'égal que les injonctions données aux Arméniens de se comporter en doute exemplaire, hormis dans la presse communiste, qui recommande au contraire, mais avec un succès limité, de s'engager dans les luttes syndicales et sociales et de soutenir l'Arménie soviétique. Dans Harach, le grand quotidien Lajnak, on se montre soucieux de l'image renvoyée par la communauté arménienne, et notamment celle d'Alfortville, qui est mentionnée à plusieurs reprises dans des articles assez moralisateurs. Et là aussi, la façon dont la communauté arménienne naissante se conçoit elle-même et conçoit sa place dans la société française apparaît plus complexe qu'attendu. Certes, les Arméniens ont pour la France beaucoup d'admiration et de respect. Dans l'Empire ottoman, depuis le XIXe siècle, tous les espoirs et tous les mouvements d'émancipation nationale ont été inspirés par les idéaux révolutionnaires français. Et c'est dans cette patrie de la liberté, de l'égalité, de la fraternité qu'ils trouvent refuge et sécurité. Et on comprend qu'ils aient voulu exprimer leur reconnaissance et ne pas se montrer ingrat. Ajoutons que par ailleurs, ils savent d'expérience ce dont la violence d'État est capable vis-à-vis des minorités qu'elle juge menaçantes. Alors oui, profil bas, montrez pas de blanche, qui va rejouer les attitudes serviles qu'ils avaient appris à adopter vis-à-vis des autorités ottomanes pour tenter d'échapper à leur foudre. On sent bien cette forme d'obséquiosité, par exemple, dans les statuts de la première association arménienne d'Alfortville, présentée à la préfecture de la Seine début 1926. L'Union de la jeunesse arménienne a officiellement pour but, je cite, de faire pénétrer dans le caractère des Arméniens l'esprit de la culture française. Très bien. Sauf que quelques jours après, dans une tribune publiée par Harach, j'ai signé les initiales Chanou, donc je pense qu'il s'agit de l'écrivain Shavash Nalfouni, vu le ton lyrique de l'article. On se félicite au contraire de la création de cette association et on décrit dans son but de façon exactement inverse, je cite, comme tous les animaux qui se réfugient dans leur coquille en milieu hostile, fabriquez la vôtre, car l'environnement est néfaste. Rentrez-y pour y conserver votre force afin qu'en des jours meilleurs, elle se révèle intacte. Le contact donc avec la société française est néfaste. Il faut nous replier sur nous-mêmes, certainement pas nous intégrer. Pour ces Arméniens de la première génération, la grande hantise, c'est évidemment celle de la dissolution définitive, l'effacement ultime, volontaire cette fois, après l'entreprise d'anéantissement des génocidaires turcs. Lorsqu'un groupe de jeunes ouvriers se réunit dans un café pour fêter le 1er mai à la fin des années 1920, ils trinquent à l'avenir dans leur pratique. Et c'est de l'Arménie dont ils parlent. Au lieu, je cite là aussi, de faire fleurir des terres étrangères et de donner le fruit de leur travail aux autres. Farouchement repliée sur elle-même, voilà comment on décrit la communauté arménienne d'Alfortville dans ces années. Pas de projet d'intégration. Le village arménien d'Alfortville, c'est un village arménien transplanté à Alfortville. Et on y vit à l'arménienne. Les panneaux bleus sont consacrés à cette vie communautaire. Culture villageoise, structurée autour de l'église. D'abord une petite chapelle rue de Nice, on n'y tient pas à 25, et puis l'église Saint-Pierre et Saint-Paul rue des Brochets en 1930. Structurée aussi par des partis politiques, les associations, déjà nombreuses et actives, tournées vers la jeunesse, structurée par des codes socioculturels communs, la famille, clanique, l'autorité patriarcale, les savoir-faire féminins, la sociabilité des cafés pour les hommes, les arts populaires, la langue, les célébrations diverses, mais aussi les traditions culinaires, les obscurs remèdes ancestraux, la lecture du marc de café, etc. Toutes sortes de traditions. Mais aussi, je veux dire merci à un monsieur dont je ne sais pas s'il est présent maintenant, qui s'appelle Haïter Aoutounian. Je voudrais lui exprimer toute ma reconnaissance pour nous permettre de présenter sur l'écran qui est au fond de la salle là-bas cette sublime et bouleversante contrainte de Dezhou, du nom du camp de la mort, destination finale de nombreux déportés dans le désert syrien. L'historiographie peine d'ordinaire à accéder à la culture orale populaire. Et là, nous avons la chance, grâce à REC, de pouvoir écouter ce chant, de l'imaginer, partagé par de petits groupes de femmes dans une atmosphère de recueillement, le soir, dans un jardin. C'est le témoignage du traumatisme de toute une génération
de survivants qui communient sa peine par le chant, comme on le fait depuis des temps immémoriaux. C'est un art populaire du malheur, en somme, en langue turque, car la turcophonie était très répandue dans les provinces dont les Arméniens d'Alfortville sont en grande partie originaires, qui a probablement été composé par un hachour, un trouvère, lui-même déporté, rapporté, parfois amendé dans plusieurs lieux d'exil, et on retrouve même aux États-Unis. Haïgouri Agopian, qui interprète ce chant, avait 1 an en 1915, et elle a tant entendu sa mère la chanter à Alfortville, avec les autres femmes du village, qu'à 85 ans, lorsque son fils Haïg, en 1996, l'a enregistré, elle s'en souvenait encore parfaitement. Et Haïg a en plus acquis à l'INALCO une solide maîtrise de la langue turque, et le chant est donc accompagné d'une transcription et d'une traduction en français avec des notes de sa langue. Pour terminer, je voudrais ajouter que l'idée de cette exposition nous a été suggérée par la municipalité. Nous l'avions présentée lors de la journée du festival, le Festival des associations arméniennes d'Alfortville en juin dernier, pour montrer comment l'implantation de la communauté arménienne a participé à la construction et à l'histoire de cette commune, dont on célébrait les 140 ans de la création l'an dernier. Nous avons donc aussi insisté sur la façon dont les Arméniens ont façonné, bâti, marqué de leur empreinte toute la partie sud d'Alfortville, de l'île Saint-Pierre et du quartier de la place Carnot. Plusieurs panneaux y sont consacrés, ainsi qu'à la façon dont la municipalité communiste dirigée par Marcel Capron à partir de 1929 a entrepris d'intégrer, et cette fois le mot est juste, cette partie marginale de la ville au reste du territoire. Ce quartier arménien que l'on désignait alors comme un vaste cloaque, un Far West, un immonde marécage dans lequel la tuberculose, la typhoïde et toutes sortes de maladies infectieuses faisaient des ravages. Vous verrez d'ailleurs les chiffres effrayants de la mortalité infantile. Ce quartier s'est donc en grande partie développé grâce à l'achat de parcelles à prix modique par les Arméniens et la construction de logements, via de forts réseaux d'entraide, rendus possibles également par le travail féminin harassant dans les ateliers de confection à domicile, et aussi grâce au volontarisme municipal qui avait entrepris, selon les termes communistes de l'époque, de détruire l'anarchie capitaliste en investissant massivement dans l'urbanisation et l'assainissement du quartier. Un quartier qu'Albert Lavigne, un autre employé municipal qui présente un mémoire sur Alfortville à l'Institut d'urbanisme de la ville de Paris en 1933, dans lequel il consacre un long chapitre aux Arméniens, parlait comme d'un village dont les pays les moins civilisés auraient honte. Alors entre ce quartier marginal, que les sources tant françaises qu'arméniennes qualifiaient de village, de colonie, d'enclave étrangère dans un coin de France, et qu'on peut désigner donc comme un ghetto communautaire à cette époque-là, relégué à la marge, et le centre qu'Alfortville est aujourd'hui devenu, dans le vaste réseau de la diaspora arménienne, un pôle attractif et rayonnant, M. Carmenès dit parfois une capitale, toujours, il n'y a plus grand-chose de commun donc. L'image positive s'est substituée à l'image négative. Et c'est peut-être aussi, en tout cas c'est un espoir que je caresse, ce que cette exposition peut suggérer dans l'esprit des visiteurs. Comme cette ville assume fièrement sa part arménienne, il pourrait, il devrait en aller de même entre tous les immigrés, leurs descendants et la France.